Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, une vidéo très particulière parce que cette fois je vais vous parler de mes 10 films fétiches, mes 10 films cultes, les 10 films qui m'auront le plus marqué de mes premiers pas dans le cinéma jusqu'à mes 25 ans, mon quart de siècle. Je serais d'ailleurs heureux que personne ne me fasse remarquer que j'ai un quart de siècle, c'est assez déstabilisant. Et c'est une vidéo particulière pour 3 raisons. La première, c'est qu'on approche je crois des 200 vidéos sur la chaîne, ce qui commence à faire pas mal, j'ai sué intérieurement à dire ça là. Donc c'est aussi pour vous remercier, on approche doucement des 50 000 abonnés. Je sais que vous étiez très nombreux à me demander cette vidéo. La deuxième raison, c'est que malheureusement pour droit d'auteur, énormément de critiques old school ont été supprimées. Alors rassurez-vous, il y en aura d'autres, il en reste encore 2, je crois qu'il reste Jurassic Park et Jumanji. Mais à l'époque de mes premières critiques old school, j'étais beaucoup moins dans le montage que je le suis maintenant, donc les extraits étaient plus longs. Je me suis fait strike pas mal de vidéos et j'avais envie d'en reparler, notamment sur Jared par exemple. Attention spoiler. Et puis vous le savez, de toute façon, dès que j'ai l'occasion de parler de Jurassic Park ou de Jared, je le fais sans arrêt. Deuxième spoiler. Et la troisième raison, dont vous êtes d'ailleurs impliqué, c'était plutôt une question, à savoir est-ce que je faisais une vidéo posée tranquille à la cool ou est-ce que je faisais une vidéo en analyse? Eh bien figurez-vous que je vais faire les deux. Bonsoir. Je fais les deux pour la simple et bonne raison qu'à mon avis, il faut des extraits pour vraiment imager un petit peu ce que je suis en train de vous dire. Voilà, je vais vous le dire honnêtement, pour préparer cette vidéo, je me suis mis des musiques des 10 films cultes que j'ai dans la tête et je me suis simplement laissé aller. Voilà, j'ai vraiment laissé parler ce que je ressens. Ce sera une vidéo, comme je vous l'ai dit, à l'affect, à l'émotion. Et juste avant de vous donner mes 10 films fétiches, je voudrais vous en donner 5 qui étaient à ça, vraiment à ça, à une frappe de Kylian Mbappé d'être à l'intérieur du classement. La Mouche, Jumanji, forcément, The Mist, Starship Troopers, on embrasse Caspar Van Dien et sa carrière de merde, et The Revenant. Ça, c'est si j'avais fait un top 15, mais je fais un top 10. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai appelé top 10. Et on commence tout de suite avec la 10e position, Collision. Et je vais pas vous le cacher, j'ai une sorte de communion avec lui, alors qu'au demeurant, je pense qu'il serait même pas dans les 10 films que j'emmènerais sur une île déserte. Bien sûr, Collision reste un chef-d'œuvre à mes yeux, bourré d'images, de messages et d'une critique de la société américaine froide et désabusée. L'œuvre de Paul Haggis se dessine comme une peinture de la vie américaine moderne où la moindre différence est importante, et ce, dans n'importe quel rapport humain. Je vous demande pas de l'aide pour moi, je vous demande de faire un petit quelque chose pour un mec qui a tout perdu de ma vie. Pour que des gens comme vous aient des bonnes places. Oui, le sujet n'était pas facile à aborder et il demeure plus que jamais d'actualité en 2018. Un film où chacun des personnages présents, même les plus durs, se voit rencontrer d'autres protagonistes, entrant parfois en contact direct avec eux pour se sentir vivre. À mi-chemin entre solitude et difficulté d'exister, Collision s'appuie sur un casting 5 étoiles, mais aussi sur une bande-son douloureuse pour faire passer cette émotion. C'est d'ailleurs pour cette raison que le mot collision prend tout son sens. Alors que je m'y attendais pas, je suis rentré en contact direct avec un film dont les thèmes m'ont parlé, mais où une scène a fait la différence. Et c'est typiquement le genre de morceau, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous vous sentez bien en l'écoutant parce qu'elle vous fait du bien, et pourtant c'est une musique un petit peu triste, un petit peu langoureuse, quelque chose qui vous rappelle une certaine nostalgie. C'est exactement ce que me fait la musique de Collision, non seulement par le film, mais largement donc au-delà du film. C'est vraiment une sensation très particulière de ne pas savoir vraiment l'impact que peut avoir la musique sur toi, sauf que tu ne peux pas l'empêcher de l'écouter à partir du moment où elle commence. Cela n'empêche qu'on arrive à la 9e position avec Star Wars, la revanche des Sith. Bon, je reviendrai pas sur les polémiques actuelles autour de Star Wars, le duel entre nouvelle, ancienne et actuelle trilogie, ou même les 420 théories autour de Jar Jar Binks, non. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est que quand j'étais gosse, j'ai grandi avec Star Wars, en particulier la prélogie, Génération oblige. C'était le premier univers à m'avoir littéralement fait rêver, voyager, et je suis tombé dans la marmite de George Lucas tout petit, bien avant les heures sombres et l'avènement de Disney. Alors à ce niveau, la revanche des Sith fut pour moi une révélation. J'étais extrêmement attaché, et je le suis toujours d'ailleurs, à la guerre des clones, grand fan des séries Clone Wars et de tout ce qui englobe la République. Mais plus que ça, la revanche des Sith eut un effet particulier sur moi, tant il représentait la maturité acquise dans la prélogie et qu'il pouvait parler à son spectateur sur énormément de sujets. Et cet opus fut vraiment la réponse parfaite à toutes les attentes de ce dernier volet. Une tristesse considérable, de l'émotion, une descente aux enfers parfaitement maîtrisée, la naissance de Vador et plusieurs instants mémorables que je place vite parmi les plus grands moments de la saga.
c'était peut-être bien ça la force du final, rendre chaque instant du film culte, même si je sais que la prélogie divise, non seulement aux yeux d'un enfant émerveillé, mais aussi à ceux d'un fan de la vieille école capable d'apprécier à sa juste valeur les prémices de l'Empire. C'était aussi un moyen d'évasion, découvrir des mondes inconnus, des vilains charismatiques, et offrir à chaque spectateur son personnage fétiche. Et à ce niveau-là, sachez que mon personnage préféré, c'était le commandant Cody. Mais non, je ne sais pas pourquoi non plus, d'un autre côté, vous parlez à un mec, son acteur préféré c'est John Bernthal, donc... Ça changera quoi si je meurs? Rien du tout. Et c'est vrai que Star Wars, ça a été une grande partie de mon enfance, j'étais un fan absolu, j'ai commencé à lire l'univers étendu, je devais peut-être avoir 10 ans, enfin j'ai tout rattrapé en un temps considérable, j'ai joué quasiment à tous les jeux vidéo. D'ailleurs, je vous incite, si vous voulez apprendre des choses, et même apprendre des trucs que vous n'étiez pas censé apprendre au début, à regarder les vidéos de Star Wars Absolute, c'est un vivier de connaissances sur tout un tas de thématiques, d'univers étendu, des films, des théories, des tops, c'est vraiment génial. En numéro 8, les brasiers de la colère. Celui-là, la plupart d'entre vous seront sûrement passés à côté. Et pourtant, s'il y a bien un film qui peut illustrer ce que j'aime par-dessus tout dans la musique au cinoche, c'est bien les brasiers de la colère. Je me souviens avoir découvert ce film à la suite d'une soirée galère, ayant payé ma séance dans le hasard le plus total. Et à peine 10 minutes plus tard, je suis resté scotché devant cette intro. Release de Pearl Jam, ou comment un seul morceau peut me retourner et représenter ce que sera une œuvre complète. On y retrouve la symbolique d'une Amérique profonde, que l'on ne voit que trop peu au cinéma, la dureté du jeu de Woody Harrelson, la tendresse de Zoé Saldana, la profonde tristesse de Christian Bale, bref, une violence aussi belle et terrifiante que les décors proposés au sein du long métrage. En une seule séquence, je savais que ce film aurait un impact monumental sur moi. Mais le film de Scott Cooper est différent, et c'est une des marques de fabrique de son cinéma. Difficile de ne pas ressentir la dure véracité de son long métrage, tant les protagonistes sont torturés, en constante chute, sans espoir, mais capables de toucher le spectateur entre mal-être et envie de les voir s'en sortir. En quittant la séance, j'étais retourné, et je crois que c'était la première fois que je ne connaissais absolument rien au film que j'allais voir pour en sortir avec une claque aussi forte. Et alors au-delà d'un casting 5 étoiles, parce que c'est vrai que Willem Dafoe, Woody Harrelson, Christian Bale, Forest Whitaker, Zoé Saldana, Sam Shepard, enfin c'est vraiment un film qui a un casting exceptionnel, je me suis posé la question en sortant de la séance en me disant, est-ce que le plus beau cadeau du cinéma finalement, c'est pas la surprise? Quand tu rentres dans une salle, que tu n'attends rien du film parce que tu l'as découvert le jour même et que tu en ressors avec une claque monstrueuse. Pour moi, l'un des plus beaux cadeaux du cinéma, après les brasiers de la colère, ça a clairement été la surprise. En numéro 7, Dog Pound. Quand j'y pense, Dog Pound mérite aussi une anecdote plutôt fandard tant je n'avais aucune chance de tomber sur ce chef-d'œuvre de Kim Chapiron. Si je me souviens bien, j'ai 14 piges, j'attends les résultats NBA de la veille sur Canal et je tombe sur un documentaire de Laurent Veil au beau milieu de nulle part, mais captivant. Il y est question d'un film à l'univers carcéral pour mineurs et étant dans ma période Prison Break, bon c'était plutôt raccord avec l'envie du moment. Sauf que cette fois, c'est au Canada, aux origines de mon amour pour le continent américain et qu'on y retrouve l'un de mes acteurs fétiches de l'époque, Shane Keeple. Du coin de l'œil, je vois bien qu'elle me regarde. C'est là qu'elle me dit « Ça t'ennuie si je tire une taffe ?» Alors moi je réponds « Allez-y ». Elle me repasse le joint. Des cendres tombent sur mon caleçon. J'ai même pas le temps de réagir qu'elle se penche sur moi et se met à souffler sur ses putains de cendres. Alors quand je vois ça, j'ai qu'une seule idée en tête. Bon, déjà j'arrive en retard à mon match de basket de l'après-midi évidemment, hein, mais je fonce après le match au vidéoclub. Putain, les vidéoclubs. Et je me prends Dog Pound pour le week-end. Une leçon de cinéma. Bon, je me suis d'abord dit qu'un adolescent devant ce film aurait forcément une empathie plus forte pour ses gamins. Mais non. Encore aujourd'hui, ça reste un des films que je recommande le plus et capable de me ramener à cette époque de l'adolescence, me faire prendre conscience d'erreurs commises et parler à un public parfaitement ciblé. Mais plus que ça, le film évoque un réalisme assez important. Chapiron ayant passé 2 ans dans plusieurs pénitenciers pour enfants afin d'être au maximum porté par son sujet. Ce film évoque aussi, par la force, le passage de l'enfance à l'âge adulte. Il n'y est toutefois pas question de le vouloir, ces gamins devenant des hommes contraints et forcés, même si certains dialogues ou certaines émotions d'enfants apportent une vraie empathie au personnage. Avec ce film, Chapiron établit rapidement un lien entre son public et son objectif, n'ayant pas pour but de divertir, mais parler à son spectateur. Ça a plutôt bien marché sur moi. En numéro 6, et alors là, attention, c'est une surprise biblique, je pense que personne ne s'y attendait, hein. Pulp Fiction. Le problème avec Pulp Fiction, c'est qu'il doit être présent dans environ la moitié des films cultes pour cinéphiles, soyons honnêtes, alors que dire de plus? D'une bande-son hors norme à des dialogues jouissifs, en passant par la mise en scène de Monsieur Quentin Tarantino, tout est dans Pulp Fiction. Tout. Et pour rien au monde, il ne voulait que les niaques mettent leurs pattes sur ton héritage, le patrimoine de son fils, alors il décida de la cacher. Comme il n'y avait pas d'autre cachette, il se l'est mise dans le cul. Il fallait avoir du courage pour le faire.
se la mettre dans le cul. Et le plus dingue, c'est que je me souviens presque pas de mon premier visionnage. Ce dont je me souviens en revanche, c'est les dizaines et dizaines de séances que je faisais rattraper aux quelques surprenants membres de mon entourage qui ne l'avaient pas encore vu. Aujourd'hui, il y a guère que le cinéma de Tarantino pour me donner autant de plaisir coupable et presque animal devant un film, au sens propre du terme. Est-ce que tu crois qu'on peut affirmer que Dieu a intercepté... Oh le con, Vincent, mais t'es malade, merde, quelle chérie. Oh putain, le con, j'ai buté Marvin. Car chacun de ces longs métrages est une fresque reconnaissable entre mille, moi qui suis pourtant, en général, beaucoup plus attaché au casting qu'à l'auteur. Cela étant, il n'y a guère que Pulp Fiction, d'ailleurs ma première rencontre avec l'auteur, pour me faire attendre avec autant d'envie le prochain film d'un réalisateur. Oui, Pulp Fiction est le symbole de mon amour aveugle pour un homme dont j'ai apprécié toutes les déviances, et dont j'adore la famille cinématographique. Tarantino s'entoure, propose toute une série d'easter eggs au sein de ses propres films, quitte à y inclure un autre de mes réals fétiches, Robert Rodriguez. Croyez-moi, ces deux-là, quand ils sont ensemble, c'est difficile de pas me voir à proximité. Probablement mon duo le plus barré et culte du cinéma, les seuls dont la marque a vraiment eu un impact évident sur ma culture cinéphile. Le respect des aînés est une preuve de caractère. J'en ai, moi, du caractère. Faut pas confondre originalité avec ce que j'appelle le caractère. En numéro 5, un film d'un autre de mes réalisateurs de prédilection, King Kong. King Kong, c'est peut-être l'œuvre la plus accessible de ma liste. Et ma relation avec lui, ce moment où j'entre enfin dans la salle, où je me rends compte que je l'ai attendu pendant des mois et des mois, ça, je l'oublierai jamais. Car c'est tout simplement le premier film que je suis allé voir 2 fois au cinéma, et en y réfléchissant, c'était presque écrit d'avance. À cette époque, je comptais les jours me rapprochant de la sortie du film. Je replongeais au cœur de l'aventure en jeu vidéo, bref, si certains ont eu ce sentiment d'aventure extraordinaire avec Le Seigneur des Anneaux, c'est bien avec King Kong que Peter Jackson m'a fait frissonner. Si le film touche évidemment à un de mes genres de prédilection, mon affect a vite pris le parti de l'émotion et de la beauté du film. Par le personnage de Naomi Watts, cet amour entre la belle et la bête, cette épopée incroyable, cette violente poésie ramenant l'homme à sa condition d'être humain, et surtout la symphonie de James Newton Howard. Ça, je suis désolé, mais toute ma vie, ça va me faire chialer. Et je crois que mon amour pour les musiques de films, capable de te rappeler une scène avec nostalgie, c'est venu avec lui. À l'écoute de ses compositions, je me retrouve des années auparavant. Je ferme les yeux, je m'évade, et je revois le visage de Naomi Watts face à un coucher de soleil. Je revois le charisme triste d'Adrian Brody, et je me mets en tête que le cinéma dessine à la perfection certains de ses meilleurs moments par la musique. King Kong m'a donc donné goût aux blockbusters hivernaux, souvent plus poétiques ou plus nuancés. Il m'a aussi fait vibrer et s'affirme peut-être comme l'élément déclencheur, on va pas se mentir, de ma phobie d'être dévoré vivant. Tout ça à cause de cette scène. Il n'en reste que King Kong est un message, une sensibilité qui restera toujours comme la rencontre grand écran que le cinéma m'a apporté. Et on passe tout de suite au 4e avec Alien. Bon là oui, effectivement, on commence à rentrer dans du lourd et vous allez me dire pourquoi le Aliens de James Cameron. Déjà, faut savoir qu'Alien est clairement ma saga favorite, bien loin devant les autres et probablement celle que j'attends le plus de voir renaître au cinéma. Pourtant, j'ai mis du temps à regarder l'opus original de Ridley Scott, assumant totalement l'idée que je flippais un maximum. Dallas. Pour Aliens, en revanche, c'est sûrement lui qui m'a fait rentrer dans la licence par son côté plus accessible, porté sur l'action, mais pas que, et dont je verrai les messages et les nuances bien plus tard après avoir enrichi ma culture cinéphile. Le chef-d'œuvre de Cameron s'apparente donc au premier vrai film d'horreur que j'ai eu l'occasion de regarder, quelque chose qui, je pense, marque toujours sa victime, et coupable de mon affect pour la science-fiction et le xénomorphe. Oui, j'ai un amour presque viscéral pour chacune de ses œuvres, et si Scott posait les bases de l'horreur, je trouve que Cameron a lui créé l'univers Alien, de par l'idée d'une reine, l'approche industrielle des synthétiques, la psychologie de Ripley, les différentes espèces de créatures. C'est bien Cameron qui donne ses lettres de noblesse à un chef-d'œuvre conçu 7 ans plus tôt. Alors aujourd'hui, je pense que c'est en partie grâce à ses travaux qu'un film a non seulement touché une génération, mais établi un univers étendu entier en partant d'une idée simple, réinventer le mythe. D'autant plus qu'il me fera découvrir le maintenant regretté Bill Paxton, me manquant chaque jour un peu plus sur le grand écran. Qu'est-ce qui fait chaud ici?
Eh oui, mec, mais on a un très bel été. Et peut-être que t'as pas bien regardé le match à la télévision, mais on vient de se faire torcher le cul, mec. Maintenant, on fait quoi, hein? Comment on va faire? On est dans la merde jusque-là, les mecs! Son, tu vas arrêter? Bah ça y est, les mecs! On est baisés, les mecs! Il va y passer, salope! J'ai pas trouvé ça marrant. Et ça me fait rencontrer Bill Paxton, c'était limite encore plus intéressant que voir Sigourney Weaver en slip dans le premier. Quoique non, en fait non, rien n'égale ça. Non, pardonnez-moi, j'ai rien dit. En numéro 3, ça y est, on entame le podium, Paranoïaque. Bon, je vais vous le dire tout de suite, Paranoïaque, c'est clairement le plaisir coupable que je défendrai toute ma vie. Parce qu'il me touche, parce que je m'y retrouve, et parce qu'il me donne tout ce qu'un film doit me donner à mes yeux. Le sentiment de revoir toute une partie de ma vie à travers lui. Si l'un des premiers films de l'excellent Shia LaBeouf reste assez méconnu du grand public, il est de cette caste à me rappeler un segment majeur de mon adolescence, tout en me faisant découvrir une facette inédite du cinéma. Vous savez, ce genre de long métrage qui vous rappelle précisément ce que vous avez vécu à cet instant. Une sensation que seul le cinoche ou la musique d'ailleurs peuvent me donner. Aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est bien Paranoïaque, remake déguisé de Fenêtre sur cour, qui me plongea aussi dans la filmographie d'Hitchcock, tout en gardant ce suspense, cette tension et ce côté teenage assumé. Car au-delà des apparences, j'ai gardé énormément d'aspects du film dans ma vie de tous les jours, basant une partie de mon amour pour l'Amérique par exemple à travers lui. Oui, l'envie d'une maison en banlieue cool, les vacances estivales US, le collège américain, l'abonnement au match des Lakers, bref, une vie simple, ça vient de là. Mais Paranoïaque, c'est aussi une bande-son qui a fait les plus belles heures de ma culture musicale, des Kings of Leon à System of a Down, en passant évidemment par This World Fair. Le long métrage de DJ Caruso en reste donc l'une de mes premières véritables rencontres entre moi et un acteur, Shia LaBeouf, que j'ai suivi corps et âme depuis et qui ne m'a jamais déçu. Non, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, ce n'était pas sa faute, c'était pas la faute de Shia LaBeouf. Non. En numéro 2, Jurassic Park. Mais Indiana Jones n'est toujours pas la faute de Shia LaBeouf, non, j'ai envie de le dire. Alors ce sera une surprise pour personne puisque Jurassic Park, j'en ai déjà parlé environ 472 fois depuis le début de ma chaîne. Mais d'un autre côté, c'est le premier film que j'ai vu. Genre littéralement. Le premier, il n'y en avait pas d'autre. Alors c'est vrai qu'admettre un rapport particulier avec Jurassic, ce serait un bel euphémisme. Ce film, cette saga, c'est ce que voulait faire Ready Player One 25 ans avant sa sortie. Redonner aux adultes une âme d'enfant et faire grandir son jeune public dans une aventure ciné. Alors quand John Hammond souhaite créer quelque chose qui ne soit pas une illusion, il clame aussi l'envie même de Spielberg de faire voyager son spectateur de la façon la plus puissante et réaliste possible. Pour toute une génération, Jurassic Park a été ce qu'était Retour vers le futur à la précédente. Une première rencontre, un premier voyage te faisant comprendre même à 3 piges que ton amour du cinéma sera intemporel. Car cette idée de gigantisme, c'est ce qui passionne n'importe quel gosse. Autant l'admettre, si on se retrouvait face à un T-Rex, on ferait beaucoup moins les malins. Pourtant, c'est ce que toute personne rêverait un jour de voir face à lui, le gigantisme de l'inconnu. Avec Jurassic Park, Spielberg donna l'opportunité à tous de voir et ressentir cette émotion, et moi qui étais fan des dinosaures étant gosse, vous comprendrez qu'au-delà d'un chef-d'œuvre cinéma, c'était avant tout une odyssée marquante. Une thématique plus que jamais prouvée par le charisme des personnages. Ce que tu me dis me touche. C'est ta mère qui t'a dit de me dire ça. Professeur Malcolm, descendez s'il vous plaît. Oui, Jurassic Park est une école du cinéma capable de cette étrange sensation, faire grandir l'enfant qui sera toujours en toi, émerveillé. Et enfin, mon numéro 1, alors celui-là je pense que beaucoup l'avaient déjà, Jared, la fin de l'innocence. Et tu sens le sourire du gars qui sait qu'il va parler de Jared, c'est bien. Et je crois qu'au final, peu de films m'auront fait pleurer. Mais celui-là, c'est peut-être bien le film de la maturité, une phrase qui d'ailleurs me fait passer clairement pour un mec de 42 ans. Parce que vous lui connaissez mon affection, mais pourtant, étant gosse, je l'avais pas spécialement apprécié. Il aura fallu quelques années de bouteille pour que je comprenne enfin la magie de Sam Mendes. Jared, c'est pas que l'histoire torturée d'un homme, Anthony Swofford au cœur d'une tempête psychologique. Oui, l'auteur d'American Beauty mélange les genres pour raconter une odyssée dans les recoins d'une guerre qui n'en sera finalement jamais une. Suggestion de techniques à employer par le Marine pour éviter l'ennui et la solitude. Débat sur les différences, telles que cubaine contre mexicaine, Harley contre Honda, main gauche contre main droite pour la masturbation. Et le pari était risqué, donner vie à cette guerre fantôme et faire du spectateur l'un de ces militaires perdus entre jeunesse et horreur. Je crois que c'est peut-être ça qui m'a convaincu. Pour la première fois, je me sentais inclus dans l'histoire de cette Jared, habilement soignée par une photographie impeccable. C'est peut-être même ce qui m'a fait grandir, aussi bien dans la vie qu'au cinéma. On se berce d'envie et d'espoir avant de tomber nous-mêmes dans l'enfer de l'attente d'une guerre éclair. On s'attache à des personnages perdus entre ennui et désir d'en découdre, chaque émotion étant chorégraphiée par un visuel et une musicalité exceptionnelle.
émotionnel. Alors pour pas vous mentir, la plus grande émotion de mes 25 premières années, c'est Jared. Au cœur d'une scène où la dévotion de Peter Sarsgaard pour ses frères d'armes me fit comprendre une chose très simple, l'amour marquant et sincère pour la famille que tu choisis. Vous voulez gagner votre putain de guerre? Allez, dire au mari! Poussez le le faire remarquer vite, allez! Poussez-le par terre! On a fait de notre tente un vrai cirque. Parce que dans notre cirque, rien ne peut nous blesser. Encore aujourd'hui et un peu plus chaque jour, cette scène reste marquée en moi comme la plus puissante que le cinéma m'a donnée. Jared, c'est presque le symbole même de l'envie de cette vidéo. Prouver que le cinéma est avant tout une émotion. Voilà donc pour mes 10 films cultes, j'espère que ça vous donnera envie d'aller les voir, j'espère que ça vous donnera envie de les revoir, parce que pour moi ce sont des films qui sont extraordinaires. J'ai laissé parler un petit peu mes émotions, et ça m'a fait du bien de faire cette vidéo, parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de le faire. Dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Quels sont à vous vos 10 films cultes, les 10 films qui ont bercé vraiment votre adolescence, votre enfance, votre parcours cinéphile, de 0 à 25 ans ou de 0 à 40 si vous avez 40 ou 30 ou 20, enfin ça marche pour tous, c'est ça qui est cool quoi. That felt pretty cool.